Patrick Poivre d'Arvor, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Oui, alors je m'appelle du nom que vous avez évoqué. Je suis né le 20 septembre 1947 à Reims. J'ai été à la fois journaliste, écrivain et metteur en scène. Et je le suis encore. Lorsqu'on dit PPDA, c'est une marque, une gloire, une nostalgie, une espérance? Au départ, je n'ai pas très bien vécu. Quand j'étais à France Inter, on m'appelait PPA. On avait oublié le petit D apostrophe. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Antenne 2, c'est un journaliste appelé Jean-Michel Desjeunes qui m'a appelé PPDA, comme ça, parce qu'il a noté rapidement mon nom à la fin de son journal de 20h qu'il présentait et il m'a annoncé pour le journal de 23h. Et du coup, grâce à lui, au fond, ou à cause de lui, c'est resté. Puis après, j'ai eu le droit à PPD, ça c'était pour les Guignols sur Canal+. J'ai eu le droit à peu près à tout. Pas spécialement emballé d'avoir tous ces anagrammes avec moi. Vous ne les vivez pas comme quelque chose de vulgaire ou Non, c'est, disons, un assez bref résumé de qui je suis. Mais enfin, de toute façon, comme hélas, la vie d'aujourd'hui, la vie médiatique surtout, n'est que résumé, je m'en accommode. Est-ce que vous percevez aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, que vous êtes un personnage emblématique dans l'espace intellectuel et médiatique ou non? Alors, médiatique, oui, je suis obligé de m'en rendre compte parce qu'on m'invite, parce que je vois mon nom s'étaler à la une des journaux ou parce que je suis souvent sollicité. Espace intellectuel, je sais pas trop d'abord ce que ça veut dire, ce que ça recouvre aujourd'hui. C'est quand même un petit peu réduit comme peau de chagrin. Mais disons dans l'espace de discussion publique, oui. Je suis même, pour tout vous dire, étonné de voir que 7 ans après mon départ du journal télévisé, alors qu'on ne me voit pratiquement plus à la télévision, on continue à ce point s'intéresser à mes avis ou à mes conseils ou à ma petite personne. Quand vous considérez votre vie d'aujourd'hui, est-ce que vous estimez que votre départ de TF1 au bout de 21 ans a été une épreuve, une souffrance ou bien paradoxalement une aubaine? Quand on réfléchit, aujourd'hui, 7 ans après, incontestablement, je dirais une aubaine dans la mesure où ça m'a permis de faire des choses très différentes. Il n'empêche que sur le moment, c'était très violent. Pourquoi? D'abord parce que ça faisait une trentaine d'années que je faisais ce métier, que j'aimais le faire profondément, que je pense les téléspectateurs aimaient, puisqu'ils me regardaient en très grand nombre. À l'époque, il y avait énormément de gens qui regardaient le journal télévisé. Et que tout d'un coup, vous voir retirer la perfusion, c'est un peu spécial, quoi. Il faut être assez solide pour se dire je vais pas me venger, je vais pas faire la même chose en forcément moins bien. Voilà, il y avait toutes ces choses qui ont nourri ma réflexion au moment de mon départ, mais sur le moment, c'est violent parce que j'aimais ça, j'aimais être au cœur de l'actualité, j'aimais interroger les gens, j'aimais restituer l'actualité de la France et du monde en une petite ou une grosse demi-heure pour les téléspectateurs tous les soirs. J'ai aimé cet exercice énormément. Lorsque vous étiez le présentateur tellement connu de TF1, vous diriez que le personnage important, c'était le journaliste ou c'est tout autre chose qu'un présentateur du journal le plus vu en Europe, tout de même à l'époque? Alors, quand j'ai commencé à présenter le journal, c'était sur la 2, et à ce moment-là, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je venais de la radio, j'étais très heureux pendant 3 ans et demi à la radio, j'étais à France Inter, me voilà propulsé sur Antenne 2, parce que j'avais suivi quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Jean-Marie Cavada. Et là, assez vite, on me demande de présenter le journal, parce que ça marchait pas trop bien, le journal, sur la 2 à ce moment-là. Et sur la 1, il y avait un personnage colossal qui s'appelait Roger Giquel, et donc ils essayaient à chaque fois de trouver quelque chose qui allait pouvoir le concurrencer. Donc on me demande assez vite de présenter le journal, mais le premier jour où je suis apparu, ça n'a laissé aucune trace
du tout, puisque quand je présentais, ceux qui m'avaient précédé, c'était Pierre Lescure, c'était Jean-Marie Cavada, c'était Jean-Michel Desjeunes, c'était plein de gens comme ça, mais qui changeaient tous les jours. Tous les jours, ça changeait. Donc, à partir du moment où on est arrivé sur ce qu'on a appelé l'anchorman, c'est-à-dire le type qui est ancré et qui parle tous les soirs, alors là, il y a eu un changement de regard. Donc, ça a été assez progressif. J'ai vu le mouvement se faire progressivement et j'ai vu, en effet, l'intérêt des gens se porter de plus en plus sur la personne qui présentait, sur le médiateur, pas plus que sur les informations, mais autant que sur les informations. Ça a eu de l'importance d'une manière égale. Mais sur le fond même de votre pratique professionnelle, vous-même, vous vous considériez comme un journaliste ou comme un personnage dépassait largement ce statut? Non, journaliste, j'ai toujours cette même carte de journaliste, 31072, qui vaut celle de gens qui travaillent sur le net aujourd'hui, ou dans la presse écrite, ou dans la presse audiovisuelle. Donc voilà, pour moi, j'étais journaliste, simplement j'étais un journaliste connu. Voilà, j'étais connu parce que c'était tamponné, vu à la télé, mais c'est tout. Les exigences intellectuelles et éthiques de l'information comptaient pour vous autant que si vous aviez écrit dans la presse écrite ou parlé à la radio? Bien entendu. Quand j'étais à France Inter, personne ne connaissait ma tête. J'avais mon éthique à moi, elle n'a pas changé parce que je suis allé à la télévision. Et parallèlement, d'ailleurs, j'ai beaucoup fait de presse écrite. Quand je suis par exemple parti d'Antenne 2 en 1983, immédiatement j'ai travaillé au Journal du Dimanche toutes les semaines, une page presque entière, la page 2, chaque semaine à tenir pendant 7-8 ans. J'ai aimé ça, j'ai aimé cet exercice. C'était une rencontre un peu comme celle qu'on fait en ce moment, un portrait interview. J'ai travaillé à Paris Match, j'ai donné des papiers au Nouvel Observateur. Quand j'avais commencé, j'avais donné des petites notules de cinéma à Valeurs Actuelles, à l'Économie, enfin dans beaucoup de journaux différents. Donc voilà, pour moi, le support ne change pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on a comme idée du métier. Vous avez, comment dirais-je, durant 21 ans, représenté une façade brillante de TF1. Est-ce que vous avez l'impression, sans offenser votre modestie, d'avoir créé un style de présentateur, ou est-ce que c'est trop dire? Sans doute, enfin, c'est ce que les gens me disent. Moi, je suis mal placé pour en parler, mais je suis étonné de voir comme ça, 7 ans après mon départ, le nombre de gens qui me disent « vous nous manquez, et j'aimais bien ceci » ou « j'aimais bien cela chez vous », etc. Sans doute que j'ai créé, mais sans en faire un produit de marketing. J'ai créé parce que j'étais ce que j'étais, c'est-à-dire avec ma sincérité, avec mes coups de gueule, avec mes passions. Je montrais peut-être une image qui n'était pas trop lisse. Je pense que ça a été important, ça. En même temps, j'ai essayé de ne jamais donner un point de vue personnel. Je m'effaçais derrière l'information. Le fait que je sois très impartial, ça a dû beaucoup compter. Pendant très longtemps, les gens ne savaient pas si j'étais droit, si j'étais de gauche, parce que ça ne se voyait pas ni dans mes interviews, ni dans ce que je racontais du journal télévisé. Donc voilà, peut-être que tout ça, ça a dû compter. Mais je suis très mal placé pour en parler. Au fond, quel pourrait être l'écueil le pire pour un présentateur d'un grand journal comme ça? Trop de présence? Non, l'écueil numéro 1, c'est de se prendre pour une star, d'une part, à la limite même de se prendre pour le présentateur. On n'est jamais qu'un journaliste, pas plus, pas moins. Et l'écueil qu'on ne peut pas éviter, le trop de présence que vous évoquez, il existe, puisque par nature, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être là tous les soirs de la semaine. Et j'ai bien vu, à un moment donné, quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a assez vite demandé de présenter toute la semaine. Et l'homme qui présentait le week-end, c'était un homme que je regardais quand j'étais petit garçon, et qui était une espèce de star de la télévision, et je le regardais comme venant d'une autre planète. C'était Léon Zitrone.
Donc c'était assez étrange de voir ce petit jeune mec de 26-27 ans, ce blanc-bec que j'étais à l'époque, tenir le haut du pavé alors que le week-end, ce n'était... c'était 2 jours à ce moment-là, le vendredi était rattaché à la semaine, mais c'était la grande star qui était Léon Zitrone, mais qui en profitait d'ailleurs pour faire le 13h, le 20h et même le 23h, et même il allait commenter le tiercé l'après-midi, il courait sur un champ de course et revenait. Au fond, je voulais vous poser une question technique. Est-ce qu'il n'a jamais été concevable pour un présentateur de parler librement, spontanément, sans lire quelque chose? Ah, si. Ou est-ce que ça s'est produit? Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a des gens qui font un très petit usage du prompteur. J'en étais. Il y en a d'autres qui l'utilisent même pas du tout. Jean-Pierre Pernaut, qui présente encore le journal tous les jours à 13h, n'utilise pas ou presque pas le prompteur. Non, on peut très bien dire des choses qu'on a soit mémorisées, soit qu'on a vraiment bien dans la tête. La seule chose qu'on demande à un présentateur, c'est de garder pour lui ses opinions. Donc le « je » n'est pas permis dans cet exercice-là. Je l'ai utilisé après, dans des émissions dans lesquelles on s'est retrouvés, on refait Le Monde sur RTL, etc. Mais aujourd'hui, je suis revenu à la radio avec tous les soirs une tranche horaire de 19h à 20h sur Radio Classique. Je n'utilise jamais le « je ». Quand en revanche on m'invite pour me demander mon opinion, je la donne et à ce moment-là, je réutilise ce pronom que j'utilisais plus. Je suis parfois frappé en regardant les journaux par le hiatus entre, je dirais, la présentation formelle de personnes qui lisent un prompteur et ensuite par la médiocrité des interrogations souvent promotionnelles à la fin du journal. Est-ce que c'est inévitable ou est-ce que ces êtres-là n'ont pas perdu l'habitude précisément de faire fonctionner leur liberté, leur intelligence? Alors il y a 2 questions dans ce que vous évoquez. En commençant par la deuxième, à savoir les interviews de fin de journal. Les interviews de fin de journal sont souvent consacrés à des acteurs ou à des artistes, etc. Et il est vrai qu'il est assez difficile de faire des interviews, contrairement à ce qu'on pense, des interviews d'artistes, parce que très vite on est dans l'hyperbole, dans la flatterie. Je pense qu'il faut éviter. Ça m'est arrivé de recevoir des acteurs ou des actrices qui venaient de réaliser un film pas génial, mais à aucun moment je n'ai dit que le film était génial. À aucun moment je n'ai traité de chef-d'œuvre un film qui n'était qu'un nanar à mes yeux. Donc, faut trouver des petites astuces, faut essayer un peu de les déstabiliser. Mais dès que j'en déstabilisais une ou une autre, je me faisais engueuler. Hein. Je me faisais engueuler parfois par les téléspectateurs, mais aussi par les gens de mon propre milieu. Donc, ce sont les mêmes qui vous disent « Ah oui, qu'est-ce que c'est lénifiant, ces interviews de fin de journal, etc. » Puis dès que ça devient un peu autre chose, « Ah mais comment, pourquoi a-t-il été désagréable » ou... Moi je pense que l'industrie du cinéma, bien sûr qu'elle a besoin d'être aidée, mais elle ne peut pas être aidée parce qu'on cire les pompes de chacun d'entre eux. À nous de dire, ben voilà, ce film m'a déçu, ce film est meilleur que le précédent, ou ce film est excellent, parce que ça donne plus de portée et plus de poids à un vrai qualificatif positif pour la fois d'après. Et vous pensez que c'est cette perte de l'habitude de la liberté qui fait que certains journalistes ne sont plus capables d'esprit critique dans les dialogues? Alors, vous avez plusieurs phénomènes. Vous avez oui, mais je suis sur une chaîne où voilà, il y a des accords avec le cinéma, donc on ne va pas assassiner tel ou tel film. Bon, ça c'est pas bien parce que c'est vraiment s'aliéner une partie de son indépendance. 2, vous avez ce qui est arrivé là souvent, une forme de manque de culture parfois, ou de distanciation, ou de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le sens critique.
Il y a des gens qui en sont dépourvus. Hein. Il y a des gens qui sont juste là pour répéter ce qui se dit chez les moutons qui composent parfois une bonne partie de notre profession. Hein. Donc il faut faire attention à ne pas ressembler à tout le monde et je pense que c'est quand on essaie d'éviter de ressembler à tout le monde que justement les gens vous distinguent, mais les téléspectateurs surtout. Au cours de votre carrière, vous avez connu des aléas, j'allais dire déontologiques, judiciaires. Est-ce que d'abord ils vous ont traumatisé et est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir commis des erreurs? Alors chaque fois je me suis interrogé parce que quand ça vous arrive vous me posez des questions forcément. Si on est tout le temps dans le déni en train de dire donc sur certains sujets oui je me dis tiens là j'aurais pas dû, là c'est une erreur majeure, là c'est une erreur mineure ou erreur formelle. Très franchement je n'ai jamais rien fait qui soit en désaccord avec la déontologie journalistique et avec le sens que j'ai de ce métier et que j'ai même tout simplement de la société. J'ai fait des conneries comme un bon paquet de gens. Quand on présente 10 000 journaux télévisés dans sa carrière, il y a bien quelques-uns qui sont moins bons que d'autres. En revanche, j'ai été accusé souvent de sottises parfaitement idiotes, mais simplement par pure jalousie. Mais je pense qu'à chaque fois, il faut s'interroger, se dire tiens, est-ce que là, j'ai été juste? Moi, ce qui comptait beaucoup pour moi, c'était d'être juste vis-à-vis des événements, bien sûr, mais aussi vis-à-vis des gens dont je parlais. Il y a beaucoup de gens qui ne s'occupent pas de l'impact qu'ils peuvent avoir en assassinant ou en égratignant ou en blessant tel ou tel. Ça, j'ai essayé de ne jamais le faire. Et quand j'ai été sévère, c'était toujours frontal. Quand j'interviewais sévèrement, même jusqu'à des présidents de la République, ils étaient face à moi, ils pouvaient répondre. Deux d'entre eux étant avocats, ils avaient en plus largement la possibilité, l'art, l'éloquence, la rhétorique de l'avocat, s'agissant par exemple de François Mitterrand ou de Nicolas Sarkozy. Donc ils avaient les possibilités de répondre. Mais je n'aime pas assassiner gratuitement ou être dur avec les faibles, ce qui arrive hélas parfois. La célébrité qui était la vôtre lorsque vous occupiez ce poste ne vous a pas entraîné à des sortes de facilités dans les milieux extérieurs? Est-ce qu'on n'est pas pris par une sorte de vertige où la conscience elle-même peut-être a tendance à s'affaiblir ou non? Oui, c'est possible, ça. Quand je dis c'est possible, c'est même sûr, ça a dû m'arriver. On est peut-être grisé. Par des facilités qui vous sont accordées. On dit voilà, tu peux partir tout de suite, mais il faut que tu on t'envoie un avion, ça, comme si les choses tombaient du ciel. C'est arrivé, mais je n'ai jamais fait des choses consciemment contre ce qui me paraissait être le droit et surtout la droite ligne. Mais bien sûr qu'on se laisse avoir. On pense qu'on est important simplement parce qu'un président vous appelle, alors qu'en fait, il ne vous appelle pas vous, il appelle l'homme qui tient à la fonction. Et une fois que vous n'avez plus la fonction, il ne vous appelle plus. Hein, donc le problème est vite réglé et on redescend sur Terre. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'activités, vous êtes sur Radio Classique, vous écrivez des livres, seul ou en compagnie de votre frère, vous faites des voyages, vous mettez en scène des opéras, vous écrivez beaucoup. Au fond, est-ce que derrière tout cela, c'est d'abord la volonté d'oublier que vous êtes mortel ou bien c'est l'homme qui enfin peut s'abandonner à toutes ses curiosités, à toutes ses passions? Alors, je pense que c'est la deuxième raison. En ce qui me concerne, dans la mesure où j'étais relativement corseté, entre guillemets, et doucement, et d'une manière extrêmement agréable, corseté tous les soirs, de 30 années pratiquement à présenter le journal. D'une certaine façon, j'étais enchaîné. J'appartenais à une chaîne, j'appartenais à un horaire. Donc, dès que tout ça
s'est désenchaîné, j'en ai un peu profité. Parce que j'ai dit, enfin, je vais respirer, je vais voir, Vous voyez, par exemple, un détail, j'adore l'opéra. Il se trouve qu'à l'Opéra de Paris, ça commence à 19h30. Je ne pouvais jamais voir le début d'un opéra, donc ça me manquait. Même la comédie française, ça commence à 20h30. Moi, mon journal s'est terminé à 20h35. Bon, toutes ces choses-là ont fait que j'ai beaucoup profité. Je me suis dit aussi, profitons de tout ce temps qui t'est offert pour aller vers des passions que tu avais refoulées jusqu'alors. Le théâtre, la mise en scène d'opéra, comme vous l'avez dit, Carmen d'abord, Don Giovanni une fois en Belgique, Don Giovanni l'année suivante en France, puis ensuite un opéra dont j'ai écrit moi-même le livret, un opéra qui s'appelle Un amour en guerre, qui est composé par Caroline Glory, que j'ai monté il y a 6 mois à peine à l'Opéra de Metz. Tout ça, ça m'a donné un bonheur fou. J'aurais jamais pu le faire. J'aurais jamais pu non plus mettre en scène, comme je l'ai fait, réaliser un film adapté par Didier Decoing d'un livre de Pierre Loti qui s'appelle Mon frère Yves, avec Thierry Frémont, avec Jérôme Kircher. J'ai eu cette chance unique de pouvoir réaliser un film. J'espère pouvoir en réaliser d'autres, pouvoir également faire des récitals, des lectures, comme je le fais assez souvent, bientôt Festival de Grignan, dans d'autres endroits où, avec mon ami Jean-Philippe Collard, nous jouons, enfin, lui il joue Chopin et moi je récite des poèmes. Voilà, toutes ces choses-là, j'aurais jamais pu le faire si la cage ne s'était pas ouverte. Mais sur le moment, j'ai pas pensé. Ça n'est plus le symbole qui est invité, c'est Patrick Poivre d'Arvor. J'espère. Qui est sollicité. Oui, mais en même temps aussi au nom d'une voix qui a été familière, d'un symbole qui a été familier. Tout ça, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, bien sûr, d'une certaine façon. Tout ceci existe, mais c'est une partie constitutive de mon être. Alors, pour vraiment répondre définitivement à votre question, je pense que aussitôt après le journal de 20h, en effet, j'ai certainement fait un peu trop de choses, comme souvent d'ailleurs quand on a peur du vide, mais je n'ai pas fait ça pour oublier que je n'étais qu'un simple mortel. J'ai toujours couru. Mon dernier livre, mon dernier roman, qui est paru il y a 2 mois, s'appelle Un homme en fuite, donc c'est tout vous dire. Je ne dis pas que le personnage me ressemble, mais forcément, la fuite, je connais. La course, je connais aussi. Il est évident que, pour ceux qui vous connaissent un peu, que l'écriture est une passion fondamentale chez vous et la lecture, puisque je crois me rappeler que jusqu'à un certain âge, vous lisiez un livre par nuit. Ça continue. Est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes présenté 2 fois, si je ne me trompe, à l'Académie française? Une fois. Une fois. Est-ce que vous l'avez fait de manière narcissique, désespérée, ou parce que vous attendez d'être élu? Non, alors d'abord, je ne risquais pas de l'être, et deuxièmement, c'est simplement parce que j'avais fait un pari avec 2 d'entre eux. Je leur avais dit, mais vous allez voir, je pense qu'il est possible de se présenter, de ne pas faire campagne, et d'obtenir au moins 5 voix. J'ai perdu mon pari, et j'ai obtenu que 3 voix. Mais non, c'était juste... je dirais, un pari. Je pense qu'ils sont assez contents d'être entre eux. Ils n'ouvrent pas si facilement la porte à d'autres mondes que le leur. Non, ce n'est pas une obsession. Ça n'était pas l'expression d'une vanité de votre part ou... Non, vraiment pas, puisque d'abord je me serais représenté. Si tel avait été ce jour-là, d'ailleurs, personne n'avait été élu. Mais non, pas plus que ça. En revanche, si vous me dites qu'il y a là-dedans des gens que j'admire, oui, je vous réponds oui, incontestablement. Et puis dans le passé, comme ça, un certain nombre de gens qui le méritaient, mais comme on le sait, il y en a beaucoup qui le méritaient aussi, et qui n'ont pas eu l'ombre d'une voix à l'Académie française. Et c'est quand même... bon, voilà, c'est comme ça. Lire et écrire, ça reste 2 activités fondamentales. Capital, vous savez, lire également. J'ai commencé d'abord à écrire avant d'être journaliste. J'ai commencé en écrivant un livre, j'avais 17 ans à peu près, j'étais à Strasbourg, dans une petite chambre de bonne, je me souviens, je faisais mes études de Sciences Po et de droit, et j'ai écrit un livre qui avait un titre polonais. Moi, j'avais trouvé un titre
polonais qui s'appelle Moja bieda, ma douleur, mon malheur, ma souffrance. Et je l'ai publié plus tard sous le nom des Enfants de l'Aube. Et c'est un livre qui a très bien marché. Mais j'ai écrit d'abord avant d'être journaliste. Et donc, depuis, j'ai dû en écrire une bonne 60aine et je continuerai tout le temps. Mon tout dernier, c'est avec mon frère, on a écrit un livre qui s'appelle L'Odyssée des marins, où on reproduit tout ce qu'on a écrit dans 5 livres illustrés sur les coureurs des mers, les découvreurs, les explorateurs, les pirates, les corsaires, les chasseurs de trésors, les solitaires de l'extrême. On a regroupé ça en 1300 pages et on est assez content, c'est dans la collection bouquins. On est fiers de notre petit bouquin. Est-ce que quelqu'un qui écrit beaucoup comme vous doit arrêter de lire? Non. Alors comment vous dire? Quand vous lisez des choses qui vous paraissent très décevantes, pour ne pas dire nulles, il faut respirer un peu, parce que vous dites, moi j'ai une certaine légitimité peut-être à oser proposer ma prose. Quand vous lisez des très grands livres, parfois ça vous rabat le caquet et ça peut vous paralyser. Mais j'ai toujours eu l'amour des livres, je suis heureux avec eux et ils m'accompagnent toute ma vie, tout le temps. Valéry Giscard d'Estaing aurait rêvé d'être Flaubert si vous aviez à énoncer votre passion fondamentale en littérature, votre écrivain, je dirais, même si l'exercice est un peu artificiel, qui continue à vous marquer le plus. Bon, quand j'étais jeune, celui qui me marquait le plus, c'était Chateaubriand, peut-être à cause des origines bretonnes, bien sûr, mais pas uniquement à cause de ça, mais la manière dont il a raconté son enfance, mais la suite dans les mémoires d'outre-tombe m'avait beaucoup impressionné. Et puis, assez vite, je suis tombé sur celui qui, très jeune, en étant né en 1802, a dit « je veux être Chateaubriand ou rien », et c'était Victor Hugo. Et Victor Hugo, j'adore Victor Hugo, je suis fou de Victor Hugo pour des tas de raisons. Sa prose, sa poésie, ses pièces de théâtre, sa vie, ses amours, même son rapport à la politique, tout ça me plaît. J'aime. Et puis le courage d'un homme qui va être quand même proscrit pendant plus de 20 ans et qui, alors qu'il pouvait rentrer, puisque Napoléon III avait accepté que reviennent un certain nombre de ses proscrits, comme Louise Michel, alors qu'il pouvait revenir, n'est pas revenu, simplement fidèle à une conviction. Je trouve ça plus qu'honorable. Donc cet homme-là, pour moi, a beaucoup d'importance. Mais Rimbaud m'accompagnera toujours, Lautréamont, je suis fou de lui, les Russes, les romans russes, je suis fou de cette littérature-là, et je pourrais en citer, et Proust que je lis ou que j'essaie de relire. Quand je dis j'essaie de relire, c'est qu'assez souvent j'arrête en cours de route, mais je ne peux pas m'empêcher de lire à voix haute. C'est certainement un des rares que je peux lire à voix haute. Au départ, c'était pour m'aider à mieux comprendre le sens de sa phrase, qui souvent est une longue phrase, et après c'est simplement parce qu'il y a une telle musique dans cette phrase qu'on est heureux en jouant avec ces phrases-là, qui nous racontent au fond pas grand-chose, qui nous racontent des chroniques de la société de l'époque, qui se passait d'ailleurs souvent dans ce quartier, mais avec quelle maestria il nous parle du rien, et c'est formidable. Est-ce que vous comprenez que vous êtes un peu une énigme pour ceux qui vous ont apprécié, admiré professionnellement et qui vous connaissent un peu? Une énigme dans la mesure où vous êtes à la fois clairement retenu et discret, et qu'en même temps, on vous a souvent accusé d'une forme de narcissisme ostensible. Je veux dire, vous n'avez jamais fui les espaces publics, et en même temps, il est clair, et je l'éprouve encore maintenant, que vous n'êtes pas quelqu'un qui dilapide ce qu'il est. Vous ne faites pas dans l'excès ni la surabondance. Comment avez-vous vécu cette contradiction ? D'abord, je pense que tout être est forcément pétri de contradictions, donc il doit y avoir une partie de ça en moi, de ces deux forces contraires. Deuxièmement, si j'analyse bien, je regarde le fond de ma personnalité, je crois que je suis d'abord essentiellement le petit garçon que j'étais, c'est-à-dire très timide,
très solitaire et que je n'ai pas trop changé. Alors j'ai forcé ma nature, bien sûr, parce que sinon on s'en sort pas en société. Je l'ai forcé de 1000 façons et peut-être que l'exercice de la caméra a été fort utile. Ça m'a permis de me libérer, de dire des choses. Mais comme assez souvent lorsqu'il s'agit d'un timide, vous en rajoutez peut-être un petit peu. Et notamment parfois dans l'insolence ou dans l'impertinence. Et ça m'a valu quelques petits ennuis. Mais en même temps, ça m'a valu des sabbatiques, parce que les gens se sont dit, tiens, le mec, il ose des choses que d'autres ne disent pas, ou pensent peut-être, mais ne montrent pas. Voilà. Donc il y a eu une part de ça, mais ce que je sais, c'est que quand j'arrive quelque part dans un lieu public, je n'attire jamais l'attention, je baisse les yeux pour pas être repéré, je m'assois dès que c'est possible dans un restaurant. Contrairement à certains de mes camarades dont j'ai pu observer qu'ils aimaient assez l'ostentation. Mais chacun a ses natures. Hein, donc, moi, je sais ce qu'est ma nature profonde. L'enfance a une énorme importance dans votre vie. Les bonheurs, les épreuves, les souffrances. Ça a été toujours une passion, l'enfance. Oui, parce que certainement, justement, comment dire, je pense que j'ai eu une enfance aimante de la part de mes parents. Et en même temps, ils me l'ont jamais vraiment dit, parce que c'était peut-être pas dans la mentalité de l'époque. Ma mère ne m'a pas dit qu'elle m'aimait, mais j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Après sa disparition, il y a 3 ans, j'ai écrit un livre même qui s'appelait L'expression des sentiments, pour montrer comment, voilà, il faut exprimer les choses. Et en même temps, je comprenais pourquoi elle était à ce point corsetée. Donc, réflexion sur cette enfance aimante et en même temps mal dans ma peau, un caillou dans la chaussure, une façon de se dire que j'avais pas des qualités que d'autres avaient. J'étais un peu en avance en classe, donc ils étaient plus grands que moi, donc évidemment je leur trouvais plus de mérite que je n'en avais, etc., etc. Et après, très vite, parce que j'avais pas d'amis, justement, me réfugier dans la compagnie de mes nouveaux amis, qui étaient justement les héros des livres. Et alors à partir de là, évidemment, je me suis créé une enfance magnifique, rêvé, une enfance peut-être de transposition, mais une belle enfance. Et je suis toujours interrogatif. Est-ce que je suis fidèle au petit garçon que j'étais? Est-ce que je suis fidèle à l'homme que ce petit garçon voulait devenir? Et tout ça. Bon, ça reste pour moi très très fort. Et quand je croise les regards d'enfants partout dans la rue, autour de moi, je me dis toujours ça. Voilà. Est-ce qu'il est bien dans sa peau? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit plus épanoui? Et je suis obsédé par ça, par ces espèces de trouilles d'enfants qu'on peut avoir et qui parfois vous paralysent une vie complètement. Je fais référence à certains de vos livres. Est-ce que, à votre avis, il faut écrire sur l'intime pour rendre hommage ou s'en consoler? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comment vous dire, les vrais amoureux de la littérature vous disent que un livre ne peut pas servir de thérapie. Ils ont raison. En tout cas, pas à celui qui l'écrit. Il peut servir à celui qui va le lire. Mais on peut en revanche être au plus juste, au plus proche de ses émotions et de sa vérité en couchant sur le papier immédiatement des émotions. Tout à l'heure, je faisais allusion donc à l'expression des sentiments sur ma mère. Je pourrais faire allusion à 2 livres que j'ai écrits sur ma fille Solène, l'un quand elle était malade, Lettre à l'absente, l'autre juste après sa disparition, quelques jours après sa disparition. Et ce livre s'appelait « Elle n'était pas d'ici ». Ces livres ont été très importants pour moi. Très importants pour moi. C'est certainement les livres que j'ai écrits le plus vite, en 1 mois à peu près pour chacun d'entre eux. Mais, alors qu'il m'est arrivé de passer 6 ans sur un livre, mais en même temps, ce sont certainement les plus sincères. Et je crois qu'ils ont fait du bien à un certain nombre de gens qui se trouvaient confrontés à ce même drame. Un enfant qui meurt, une adolescente suicidaire ou anorexique ou boulimique. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se retenir, mais il faut trouver le ton et essayer d'être au plus juste de l'intime sans être dans l'exhibition.
Paradoxalement, votre pudeur est compatible avec une écriture qui peut apparaître exhibitionniste. Parce qu'au fond, avez-vous hésité, par exemple, à écrire ces livres que vous évoquez? Les 2 livres sur ma fille, au départ, le premier c'était un échange de lettres, c'est pour ça que ça s'appelait Lettres à l'absente, et c'est quand elle est sortie qu'elle m'a dit, sortie d'hôpital, elle m'a dit j'aimerais bien que tu les publies. Je n'avais absolument pas imaginé les publier, d'une part. J'en ai parlé à un éditeur qui était Richard Ducousset chez Albin Michel. Je lui ai dit, est-ce que tu crois vraiment que ça peut... Est-ce que c'est impudique ou pas? Parce que j'étais incapable d'y répondre, moi, personnellement. Alors lui m'a dit, non, pas du tout, etc. Bon, et puis après, à partir du moment où j'ai demandé que tous ces droits aillent à cette fondation des hôpitaux de Paris qui était si formidable avec elle, et grâce à laquelle d'ailleurs j'ai pu créer avec Madame Chirac la maison de Solène, qui porte le nom de ma fille, et qui est un hôpital justement pour enfants en détresse. À partir de ce moment-là, je me suis lâché et j'ai pas regretté une demi-seconde. Est-ce qu'au fond, c'est assez classique? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vous dans tous vos livres, y compris dans L'homme en fuite que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que vous avez tout de même ce que j'appellerais la pure imagination romanesque ou non? Oui, parce que quand, par exemple, dans ce dernier livre, je mets en scène un chirurgien qui malheureusement a bu à un taux d'alcoolémie supérieur à ce qu'on doit avoir quand on va opérer un enfant, ça c'est ni moi, ni un fantasme, ni une projection. Mais je ne peux pas m'empêcher en effet de mettre des petits cailloux blancs de ci, de là dans mes livres, oui, évidemment. Mais la pure imagination, elle existe dans un grand nombre de ces romans. Est-ce qu'il y a des reproches qu'on vous a faits qui vous ont profondément blessé ou non, au cours de votre vie, qui va encore durer longtemps? J'ai eu le droit à mon paquet parce que j'ai bien eu conscience assez vite, pas tout de suite d'ailleurs, mais que plus on est haut, plus on est soit désiré, soit jalousé. Bon, tout ceci existe. Non, il y a eu des injustices, d'une violence qui aujourd'hui encore me font frémir. Quand un jour un journaliste, simplement parce qu'il ne peut pas m'encadrer, et que malheureusement ça perdure, ça continue, a osé dire que j'avais fait du plagiat pour un de mes livres. Il était le seul évidemment à l'écrire, personne ne m'a jamais poursuivi pour quoi que ce soit. Après ce livre, qui était une biographie d'Hemingway, ça m'avait évidemment infiniment choqué, parce que pour moi, on touchait à l'essence même de l'écrivain. Et ça, j'ai trouvé ça dégoûtant, quoi, simplement. Il n'y avait pas d'autre mot, parce que, mine de rien, ça fait son chemin. Les gens qui n'ont pas lu, mais ils entendent ça. Et là, quoi qu'il vous arrive, la petite salissure est là. Elle s'est installée. Et n'essayez pas d'ailleurs de la retirer, parce que ça, on étale la tâche. Donc ça, c'est assez dégoûtant. Et on devrait réfléchir à 2 fois avant d'oser s'en prendre à quelqu'un. Ça, c'est certainement ce qui m'a paru le plus choquant dans tout ce que j'ai pu vivre. Le reste. Ce qui vous a aidé, c'est d'une part l'écriture, si je comprends bien. J'ai parfois l'impression que le vrai doit être écrit chez vous. Ah oui, je pense. Ouais. Et que, par ailleurs, tout de même, cette reconnaissance du public est une forme de bouclier devant toutes les offenses que peut-être votre célébrité suscite. Oui, sauf que ça ne m'a pas empêché d'être viré du journal télévisé à un moment donné. Je pouvais avoir les meilleurs taux de satisfaction, les meilleurs taux d'audience, les meilleurs chiffres possibles. Il n'empêche que quand tout là-haut, quelqu'un a décidé que c'est arrêté, on vous débranche sans s'occuper de ce que pense le public et même de la manière dont il va réagir après, en quittant à gros flot cette chaîne. Donc c'est un soutien très précaire, quoi, et très fragile. Mais sur le plan psychologique, ça aide. Je ne veux pas tomber dans l'indécence, mais il serait totalement absurde de ne pas vous interroger. Mais
abstraitement, si j'ose dire, sur votre vie amoureuse, sur la conception que vous avez du couple, du mariage, de la fidélité. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez avec allégresse, la réputation que vous avez, avec quelques traductions concrètes, ou est-ce que c'est une forme d'abandon de votre part qui finalement ne vous rend pas fier de votre nature? Comment dire cela? La vérité, c'est que je n'aime pas parler de ma vie privée, je n'en parle jamais, ma vie sentimentale, j'en ai jamais parlé. Il a pu arriver que dans un certain nombre de livres, je l'évoque d'une manière très souvent masquée ou romanesque. Mais non, je pense que toutes ces choses-là doivent être vécues par soi et par soi-même. À partir du moment où elles sont offertes à d'autres, elles perdent de leur charme, même de leur force. Donc j'en ai jamais parlé, c'est pour ça que j'ai été si sévère à une époque contre la presse à scandale, parce qu'elle évoquait souvent, mais contre ma volonté, des choses que je souhaitais voir demeurer secrètes, ou parfois qu'elle inventait des choses aussi, c'est arrivé, mais c'est... voilà... pour vendre du papier. Oui, mais précisément, si vous me permettez d'insister un petit peu, parce que votre point de vue me passionne, le personnage que vous êtes est connu parce qu'on sait que vous avez une épouse qui, je crois, est en Bretagne, où vous avez des enfants, et en même temps, même en dehors de la presse de caniveau, on connaît un certain nombre de vos succès. Et comment, psychologiquement, vivez-vous cela? C'est une sorte de... C'est souvent une agression. Quand on le vit, comment dire, par couverture de journaux interposés, c'est obligatoirement une agression. C'est pas parce que vous allez pouvoir vous en sortir en poursuivant et en gagnant la plupart du temps que vous êtes soulagé. Non, pas du tout. On préférait que rien ne s'écrive, que rien ne se montre. Et moi, j'ai vraiment pas besoin de savoir ce qu'est la vie privée de tel ou tel pour savoir quoi penser de lui. Vraiment, absolument pas. Et c'est valable pour la vie politique, comme pour la vie médiatique, comme même la vie des stars. Mais vous comprenez qu'on s'interroge sur votre destinée personnelle? Oui, si, je vois bien, je suis pas, voilà, j'ai bien vu. Vous n'avez jamais eu envie d'écrire, par exemple, sur votre conception de l'amour? J'ai écrit, mais d'une manière extrêmement biaisée, notamment dans un livre qui s'appelait « Les femmes de ma vie », où je ne parlais que de femmes des siècles passés, de femmes qui m'avaient beaucoup marqué. Et voilà, je laissais transparaître des sentiments, des émotions que je pouvais avoir, ou ma conception, peut-être un peu trop romantique d'ailleurs, de la vie amoureuse. Donc pour moi, j'ai été heureux de le faire de cette manière-là. Je préfère ça à l'exposition publique. Vous savez, quand vous êtes obligé d'aller dans un journal à grand succès, ou qui plus est un journal à scandale, pour exposer vos amours, il faut que vous vous attendiez à ce que quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, on vous convoque à nouveau, mais pour cette fois-ci exposer vos désamours, si la chose doit s'être terminée entre-temps. Donc il vaut mieux dans ce cas-là ne pas parler du tout. Au fond, ce serait se tromper sur vous que de prétendre, au regard de tout ce que vous montrez, que vous pouvez apparaître comme un être totalement impudique. Je crois, oui, vraiment. Oui, je crois que je suis, comme je le disais tout à l'heure, plein de contradictions, incontestablement, mais sur la pudeur, non. Je le vois bien quand je reçois des livres qui traitent parfois du même sujet, et je dis ce livre est impudique, celui-là ne l'est pas. Sur le même sujet de la mort d'une mère, d'une grand-mère, etc., je vois poindre l'impudeur chez certains, ou en tout cas la maladresse, je ne sais pas, ou en tout cas l'ostentation, et chez d'autres, non. Je pense que le style sauve. Oui, le regard, la distance qu'on a vis-à-vis des choses. En tout domaine. Absolument. Tout à l'heure, avec beaucoup de finesse, vous avez anticipé mon avant-dernière question.
au fond, l'homme que vous êtes aujourd'hui, est-ce que il a satisfait les promesses du petit garçon? Pour l'instant, oui, dans la mesure où il y a encore beaucoup, j'espère, à faire et à vivre. Oui, parce qu'au fond, qu'est-ce que j'aimais, moi, quand j'étais petit? J'aimais la gloire, mais la vraie gloire. Je ne rêvais pas du tout d'une gloriole de télécrochet ou voilà, médiatique. Des choses comme ça. Aller jusqu'au bout de ses envies, faire des choses, se casser la figure même, au besoin, mais au moins avoir tenté les choses. Tout récemment, j'ai participé à une émission de télévision et Laurent Delahousse me dit « Est-ce que vous n'avez pas eu conscience d'en avoir trop fait ?» Et je lui ai répondu « On n'en fait jamais assez, je crois. » Alors évidemment, dans l'idée de dire qu'on n'en fait jamais assez, on va dire « Pour qui il se prend celui-là ?» Mais il faut faire les choses. Et la vie est courte. Vous l'avez suggéré tout à l'heure. Vous avez quitté, enfin, dans des conditions très difficiles, TF1 au bout de 21 ans d'activité professionnelle, on peut dire remarquable et remarquée. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous en voulez à la suite de cette rupture? Oh, je n'ai pas oublié, disons. Je n'ai pas oublié, comment dire, la rancune s'est transformée un peu et j'espère a été embellie au fil des années, mais je n'ai pas oublié l'attitude de 2 ou 3 personnes, notamment ceux qui ont décidé de ça. Après, entre-temps, il leur est arrivé aux uns et aux autres d'ailleurs quelques ennuis, donc finalement, tout ceci s'est atténué au fil du temps, au fil des autres bonheurs que j'ai pu rencontrer. Mais j'ai pas pour autant oublié, voilà, c'est tout. Mais vous dire que j'ai pardonné, peut-être. Oui, parce qu'au fond, tout ça est assez dérisoire. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup déjà, merci beaucoup.